Bonjour à tous, Rue de la République reçoit aujourd'hui Gérard Frot, le président du groupe communiste au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Bonjour Gérard Frot et bon dimanche. Bonjour, merci. Et je suis en compagnie de Léo Purguette, mon camarade de la Marseillaise, le président, le directeur éditorial. Bonjour. Pour vous recevoir Gérard Frot. Alors vous êtes très politique évidemment, on va parler de Martigues dans cette émission, on va parler du conseil départemental. On vous avait rencontré début janvier au moment des vœux et vous dénonciez plutôt une droitisation du département. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Illustrez-nous un petit peu vos propos. Ça veut dire que le conseil départemental aujourd'hui, quand il s'agit de faire l'expérimentation du RSA sous condition, Martine Vassal et le conseil départemental s'engagent. Quand il s'agit de port de l'uniforme à l'école, le conseil départemental s'engage. Quand il s'agit d'accueillir les mineurs isolés, le conseil départemental se désengage. Quand il s'agit de donner des moyens à l'aide sociale à l'enfance avec des enfants qui sont reconnus comme en danger par le juge et qui ne sont pas pris en charge par le conseil départemental, le conseil départemental se désengage. Au-delà de ça, ça veut dire aussi qu'on a une majorité départementale qui est quand même assez particulière. La présidente du conseil départemental, elle était présidente des Républicains. Elle a appelé à voter Macron aux dernières élections présidentielles. Elle est aujourd'hui d'hiver droite. Dans le même temps où avec Royer-Perrot, elle a appelé à voter Macron, elle avait ses deux premières vice-présidentes qui, elles, soutenaient la candidate des Républicains aux élections présidentielles. On a le 16 qui est dans sa majorité départementale. Maire de Marignane, qui crée un parti avec le député RN du coin. Et un peu tout ça à volo, avec des anciens secrétaires de fédération du Parti Socialiste qui aujourd'hui sont dans la majorité de Martine Vassal. C'est un peu une drôle de tambouille. Il y a une sorte de valse des étiquettes là qui est pas très conforme. Pas de ligne claire selon vous, en tout cas, ou plutôt une ligne claire à droite. Et pourtant, quand on a entendu Martine Vassal présenter ses vœux début janvier, on a entendu protection avant tout, parce que c'est des temps qui le demandent. En tout cas, c'est ce qu'elle disait. Protection et construction. Vous n'y croyez pas? C'est pas que j'y crois pas. C'est que c'est dans les actes qu'on le fait, c'est quand on vote le budget, c'est quand on prend des décisions réelles. Le conseil départemental, nous n'avons de cesse de le dire, nous, au groupe communiste, avec Audrey Garino, avec Magali Giorgetti, le conseil départemental, il ne vit que par sa fonction première qui est la solidarité, l'action sociale. La protection, donc. La protection. Et donc, ça veut dire qu'il faut mettre tous les moyens. Et les moyens doivent être de plus en plus grands parce que les gens sont de plus en plus démunis, il y a de plus en plus de difficultés dans les familles, sur la solidarité, sur l'insertion, sur l'action sociale, sur l'action en faveur des personnes en situation de handicap, etc., etc. Et ce n'est pas le cas. Y compris tous les ratios budgétaires démontrent que le conseil départemental, qui est un des 3 conseils départementaux les plus riches de France, ne consacre pas suffisamment de moyens par rapport au Nord, par exemple, par rapport à la Seine-Saint-Denis, à l'action sociale, à l'insertion, à la solidarité. Alors justement, parce que vous dites que le conseil départemental est riche, néanmoins, à l'échelle nationale, il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir des conseils départementaux et de leur financement. Il y a d'ailleurs eu une rencontre nationale sur ce thème-là. Vous estimez que c'est une dimension exagérée concernant les Bouches-du-Rhône ? Il y a 150 ans que les conseils départementaux, conseils généraux à l'époque, sont en danger. C'est le rêve de tous les libéraux, depuis très 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 longtemps, de supprimer d'un côté le Sénat et de l'autre les conseils départementaux. Ils n'y sont pas arrivés justement par rapport à ce que je viens de dire. Parce que qui pourrait prendre le relais de l'action en faveur des personnes en situation de handicap? Qui pourrait prendre le relais de l'action d'insertion vis-à-vis des bénéficiaires des minima sociaux? Qui pourrait prendre le relais par rapport aux seniors, à l'APA, etc., etc. Personne. Moi, quand on me dit qu'on va faire une fusion des métropoles en milieu urbain avec les conseils départementaux, mais quand je vois ce que la métropole a fait des compétences qu'on lui a données, mais si demain la métropole venait à gérer l'action sociale, le handicap, les seniors, l'enfance en danger, mais ce serait une catastrophe. Parce qu'elle n'a pas les mêmes moyens quand même aussi, la métropole ex-Marseille-Provence. Elle n'a pas les mêmes moyens, mais j'en reviens à ce que disait Léo Purguette. C'est ce qui est annoncé par rapport aux conseils départementaux, par rapport aux moyens de l'État, c'est toutes les collectivités territoriales qui sont concernées. Il y a un effet de ciseaux qui est dramatique. Il faut savoir quand même que le conseil départemental, aujourd'hui, ne lève plus d'impôts. Il n'y a plus d'impôts. Et on a ce système fabuleux, mais fabuleux dans le sens du libéralisme, qu'en fait, on a des recettes qui sont associées à la situation économique, c'est-à-dire une partie de la TVA
pour remplacer les impôts directs que nous avions avant. Mais vous vous rendez compte, en situation de crise, la consommation baisse, donc les recettes de TVA sont plus basses, et les besoins des gens, notamment les plus démunis, ils augmentent. C'est ubuesque, c'est le libéralisme. La TVA, tout le monde la paye à l'identique. D'ailleurs, vous êtes favorable à une réforme de cette fiscalité, parce que vous nous dites ce qui a été supprimé, mais qu'est-ce qu'il conviendrait de faire ? Ce qu'on vient de faire, c'est ça aurait été de laisser aux collectivités territoriales les moyens de l'imposition, c'est-à-dire leur autonomie financière. Parce que on a un problème en France avec l'impôt. C'est-à-dire que tout le monde se félicite de la suppression de la taxe d'habitation, de la suppression de tel ou tel impôt, et de la suppression de la taxe professionnelle. Mais l'impôt, c'est ce qui fait commun, c'est ce qui fait la société, l'impôt. C'est-à-dire que si demain il n'y avait plus d'impôt du tout, mais que vous deviez payer une année de collège à votre enfant, vous paieriez entre 6 et 8 000 euros par enfant pour aller au collège. Donc on a dénigré l'impôt, ce qui est catastrophique, parce que l'impôt ça fait sens, et à la place on trouve des subterfuges, et donc un impôt qui est un impôt dramatique, qui est le plus injuste, parce qu'il est ni progressif ni proportionnel, qui est la TVA. Alors sur l'aide sociale à l'enfance, Martine Vassal considère que finalement l'accueil des jeunes migrants devrait relever de l'État. Est-ce que vous êtes favorable à ça ? L'accueil des jeunes migrants relève de l'État, et cette compétence est transférée aux présidentes et présidents de conseils départementaux. Oui, sauf qu'elle dit aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'accueillir, nous, les enfants du département, parce que la situation dans les familles devient complètement dramatique, et quelque part, il vaut mieux les miens que des gens qui viennent de l'autre côté. Un enfant, vous savez, il n'a pas de nationalité. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant qui soit gabonais, qui soit syrien, ou qui soit d'Allo ou de Martigues, c'est un enfant. Je ne comprends pas qu'on puisse faire cette différence-là. Moi, Martine Vassal, je lui ai dit à plusieurs reprises, j'ai été le premier, en 2015, à intervenir sur les mineurs isolés au conseil départemental avec Claude Jorda. Elle m'a dit, mais vous agitez le chiffon rouge, c'est pas vrai. Je lui disais qu'il y avait 50 enfants qui dormaient dans la rue à Marseille. Elle me dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Depuis, il y a eu un travail énorme qui a été fait, parce que c'est une compétence obligatoire. Le conseil départemental a été condamné en justice à au moins 4 reprises sur le non-accueil des mineurs isolés. Moi, j'ai proposé plusieurs fois à Martine Vassal de dire, mais nous, on vient avec vous taper à la porte de l'État pour qu'il nous donne plus de moyens. Il y avait eu le congrès des maires de France à la Criée, au théâtre de la Criée, il y a quelques années. Le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, était arrivé et dit, ne vous inquiétez pas, on va financer l'accueil. Ils l'ont pas fait. Mais est-ce que pour ça, il faut arrêter d'accueillir ? Est-ce qu'il faut laisser des jeunes dans la rue ? Parce que Martine Vassal, elle dit, oui, mais ce sont des étrangers, donc je ne peux pas faire pour les miens. Mais elle ne fait pas pour les siens non plus. On a un tas d'enfants en danger où le juge... Elle a annoncé l'ouverture d'une nouvelle pouponnière quand même. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une pénurie, et ça ne relève pas que de Martine Vassal. Nous sommes dans une pénurie sur toutes les structures. Structures d'accueil pour les personnes âgées, les structures d'accueil pour les personnes en situation de handicap, on manque d'IME, on manque de familles d'accueil, on manque de foyers d'hébergement d'urgence, etc., etc. C'est une situation qui est vraiment dramatique, et je ne suis pas sûr que Martine Vassal, en prenant ce type d'excuses, ait la mesure réelle de sa responsabilité de présidente du conseil départemental, donc de la collectivité territoriale en charge de l'insertion de la solidarité, du handicap, de l'enfance en danger, etc., etc. Gratuité des transports, au niveau des transports, on en discute beaucoup. On sait que certaines communautés l'ont adopté comme Aubagne notamment. Vous en pensez quoi aujourd'hui ? Il faut le faire dans le département ? On a les moyens de le faire ? Parce que c'est jamais gratuit, finalement. Il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est Jean-Claude Gaudin qui le disait notamment à ce micro. Qu'est-ce qu'on fait sur ça ? Chacun ses références, Didier Jésus-Aldi. Merci, je vous en Moi, prie. j'étais à Montpellier, j'en ai quelques-unes. J'étais à Montpellier il y a 15 jours. Les transports sont devenus gratuits dans la métropole de Montpellier. La métropole de Montpellier, elle n'est pas plus riche que la métropole de Marseille. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une question qui touche à la fois au social et au développement durable d'avoir des transports gratuits. Vous voyagez comme moi dans le département, vous avez vu les embouteillages qu'il y a. Il faut rendre les transports gratuits. C'est une question sociale, égalitaire et environnementale. On trouve l'argent où ? On fait payer les entreprises ? On augmente la taxe de transport. Mais vous savez, si on rend les transports gratuits, il y a un tas de choses qui disparaissent, la billetterie, etc., etc. Donc, je veux dire, quand même, Martine Vassal a avancé là-dessus, parce qu'avant, c'était hors de question. Et puis là, aujourd'hui, quand même, sous notre pression,
elle a mis en place un groupe de travail et je sens qu'il y a des choses qui peuvent être discutées. Alors justement, oui, Gérard Gazet, dans la Marseillaise, indiquait qu'il pensait qu'on pouvait maintenir la gratuité sur son ancien territoire. Est-ce que ça vous paraît une hypothèse crédible ? De la maintenir à Aubagne ? Oui, il faut la maintenir à Aubagne. De toute façon, c'est une forme d'acquis, mais il faut l'étendre à l'ensemble du département. Voilà. Il y a deux réflexions. Il y en a une à droite et une à gauche. À droite, c'était le responsable au transport de la métropole qui disait non, mais c'est injuste qu'à Aubagne ça soit gratuit et qu'ailleurs ça soit payant. Eh bien donc, il faut faire gratuit partout. C'est assez simple. Le modèle Martégal, il est fait de services publics, il est fait de pas mal d'accessibilité, il est fait de gratuité également. Est-ce qu'on a encore les moyens de développer ce modèle et est-ce qu'il peut exister en dehors du territoire Martégal ? Vous parlez beaucoup de moyens, mais des moyens, il y a énormément de moyens. Le budget du conseil départemental, c'est plus de 2 milliards. Donc, des moyens là. Souvent, moi, j'ai l'impression que Martine Vassal, elle nous envoie un peu en mode c'est mieux que rien, quoi. Donc, moi, j'ai fait ça, mais vous critiquez encore, alors que c'est mieux que rien. Et en matière de solidarité, mieux que rien, c'est pas assez. Et donc, il y a des moyens partout à trouver, et notamment vis-à-vis de l'État, en se mettant tous ensemble, pour répondre aux immenses besoins que nous avons. Quand je parle de droitisation, on a réussi à sauver, aussi par notre intervention, la Convention cadre des centres sociaux. Donc, le département voulait sortir de la Convention cadre, ce qu'a fait Muselier. La région n'est plus dans la Convention cadre des centres sociaux. Vous voyez bien l'importance des centres sociaux dans les quartiers. Avec tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans les quartiers. Jérémy Bacchi a pris l'initiative d'un appel, qui est l'appel de Marseille, que moi-même j'ai signé, que j'ai appelé à signer. Et il nous faut, parce que si demain il n'y a plus de centres sociaux dans les quartiers, il n'y a plus rien. Et donc quand je parle de priorité, c'est ça. C'est-à-dire, il faut dire, mais les besoins, ils sont là. Moi, parfois, j'ai tendance à entendre que les pauvres coûtent cher. Mais c'est pas vrai. C'est la pauvreté qui coûte cher. Plus les gens ils sont dans la pauvreté, plus ils sont dans le renoncement aux soins, ils sont dans le mal logement, etc. Il y a des problèmes de santé mentale qui se greffent, etc., etc. C'est ça qui coûte cher. C'est pas les pauvres. C'est pas les pauvres, là. Moi, ils me font rire quand ils me parlent de fraude. La fraude au RSA, vous savez combien c'est ? C'est 351 millions d'euros en France. Donc moi, je suis d'accord qu'il n'y ait aucun coup de canif dans le contrat social. Hein. Mais la fraude aux cotisations sociales des entreprises, c'est-à-dire qui ne déclarent pas les gaz, c'est 25 milliards d'euros. C'est-à-dire c'est 25 000 millions. Mais on ne parle que de la fraude au RSA. La fraude fiscale, je ne vous l'apprends pas, c'est 100 milliards d'euros, 100 000 millions d'euros. Gérard Fro, on parle de chiffres. Il y a un chiffre qui a beaucoup fait parler à Marseille. C'est 200 millions d'euros que Martine Vassal a, semble-t-il, proposé au maire. Et il y a eu depuis tout un feuilleton de désaccord entre ces deux responsables politiques de premier plan. Quel regard Martégal vous posez sur ça? Alors, je porte un double regard. Un regard qui touche au fonctionnement du conseil départemental. C'est que les municipales de Marseille commencent à peser énormément. Y compris dans la vie politique, publique de l'institution conseil départemental. Ça, c'est le premier regard. Et ça va s'empirer jusqu'en 2026, et moi, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est que Benoît Payan, il défend Marseille. Donc Benoît Payan, il est maire de Marseille, il défend Marseille, donc lui, il fait une règle de 3, il dit, voilà, si on donnait autant à Marseille qu'aux autres collectivités, c'est 351 millions d'euros qu'il faut donner à Marseille. C'est un débat entre Marseille et Martine Vassal, à la métropole et au conseil départemental. Nous, à Martigues, les besoins que nous avons sur les travaux, sur les structures, sur les équipements, le nouveau collège Marcel Pagnol qui va ouvrir, on se maintient. C'est une bataille permanente, mais on se maintient. Donc, j'ai pas de critique à formuler là-dessus, mais je respecte quand Benoît Payan, il dit, nous, si on veut amener à Marseille, répondre aux besoins des Marseillais. Puis on a des charges de centralité aussi, les hôpitaux notamment, etc. C'est 351 millions. Autrement dit, Martigues ne pâtit pas pour le moment, même si ça commence à devenir pesant, mais en tout cas, Martigues arrive à tirer à son épingle du jeu encore et à maintenir ce modèle Martégal. Oui, alors on y arrive avec beaucoup de volonté, parce qu'on y arrive, mais c'est une question de volonté politique. Quand je parle du département qui n'est pas à fond sur les solidarités, c'est du volontarisme politique. Nous, on est dans ce volontarisme politique-là, de la solidarité, de la ville de toutes les égalités, de la ville du vivre ensemble, du maintien et du développement du service public local, parce que le service public, Gaby Charroux, il le dit régulièrement, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Le jour où, chaque fois qu'un service public recule, on avait hier matin un rassemblement à Martigues sur la défense de la Poste. On ne peut plus accepter que les services publics reculent.
On va parler de politique nationale si vous voulez bien et peut-être même internationale. Gérard Fro, on voit se profiler les élections européennes avec une bipolarisation qu'on essaie de nous vendre peut-être d'une manière un peu artificielle entre le Rassemblement national et le camp macroniste. Vous qui êtes communiste et pas forcément du coup sur cette option-là, vous la voyez comment l'avenir de cette prochaine élection et puis d'une manière générale de nos institutions avec ce focus-là, avec ce prisme-là? Je ne vous cache pas que je suis inquiet. Je suis inquiet parce que on pourrait se retrouver dans quelques mois avec une Union européenne qui soit dominée par des populistes, avec Trump qui se retrouve président des États-Unis, et on aurait d'un côté Netanyahou, Poutine, Trump, et une Union européenne qui serait peut-être plus en capacité de résister. L'enjeu est grand. L'enjeu est grand, et donc je le ramène aux élections européennes. Nous avons un candidat, Léon de Fontaine. Nous avons une vision de l'Europe. On n'a jamais changé sur notre vision de l'Europe. La bipolarisation dont vous me parlez, entre Bardella, je veux dire Bardella, comme ça il se rappellera que la France est une terre d'accueil, et la candidate de Macron, dont je ne connais même pas le nom, c'est la même politique. Il faut qu'ils arrêtent de nous mentir. Parce que quand on regarde leur vote à l'Union européenne, j'entendais Bardella dire que ses priorités, c'était l'immigration et le pouvoir d'achat. Mais il y a eu une proposition de loi européenne pour un salaire minimum européen. Ils ont voté contre. Ils ont voté contre. Sur l'immigration, mais il faut qu'on regarde les choses en face. Moi, j'entends parler de déferlement dans nos villes, d'invasion migratoire. On n'a pas d'invasion migratoire dans un continent de 511 millions d'habitants. On a une crise de l'accueil, on n'a pas une crise migratoire. Et en Europe, ce qu'il faut régler, c'est que chaque pays joue le jeu de l'accueil, parce qu'on a à accueillir des populations qui sont en danger, sans que ça remette en cause aucun modèle économique ni social des pays européens. 511 millions d'habitants en Europe. Mais qu'est-ce qui fait alors que ces idées d'extrême droite gagnent autant les classes populaires? Qu'est-ce qui fait qu'elles ne se portent pas justement sur les options qui sont défendues par le Parti communiste? Ce qui fait, c'est qu'il y a une pression constante de dire que c'est la faute aux pauvres. La société, elle est organisée depuis quelques années avec des médias qui sont omniprésents pour monter les pauvres contre les pauvres, monter les jeunes contre les vieux, monter les Français contre les Français qui seraient d'origine étrangère, parce que la plupart du temps, quand on parle d'immigration, on parle de jeunes Français ou de Français. Et donc, on a fait grandir cette idée dans la tête des gens que c'est toujours la faute de l'autre. Que c'est pas la faute aux solutions politiques qui pourraient être préconisées, que c'est pas le manque de volontarisme social, économique, de l'attractivité de notre pays, etc. Pas du tout. On dit aux gens, non mais si t'es pauvre, si t'es dans la merde, c'est parce qu'il y a un plus pauvre que toi qui vient te manger ton pain. Les médias ont une responsabilité, mais il n'y a pas que ça, Gérard Fro. Effectivement, on veut bien prendre des mots, une partie de nos mots, mais ça infuse, entre guillemets. Avant, on disait le Rassemblement national pose de bonnes questions, mais de mauvaises réponses. On le dit de moins en moins maintenant, donc ça devient compliqué. Comment est-ce qu'on leur parle à ces électeurs du Rassemblement national? Moi, je crois qu'il faut leur tenir un discours de vérité. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, on est dans une société qui relève plus de la sondocratie que de la démocratie. Et donc, on est en train de dire que, grosso modo, les élections européennes sont déjà jouées, voire même les élections présidentielles de 2027. Il faut être sur le terrain, il faut être à côté des gens, il faut parler avec eux, il faut leur dire la vérité, il faut avoir avec eux un discours qui soit un discours responsable. Ça suffira pas. Comme ça, je suis complètement persuadé, mais c'est un combat qui est majeur. Alors, si on avait à résumer, de quoi le bulletin des Fontaines est-il le nom ? D'une vision de l'Europe qui serait une Europe qui serait à la fois sociale, qui serait une Europe dans laquelle la France a le plus imposé des choix, parce que je vous rappelle que quand même, ça a été un nœud avec François Hollande. Sarkozy avait fait le Sarko-Merkel, Hollande est arrivé en disant non, mais moi je vais tout reprendre, et puis 3 mois après, il signait l'histoire de l'Europe. C'est aussi un traité constitutionnel que les Français ont rejeté, et qui est rentré par la fenêtre avec Lisbonne. C'est ça, cette histoire. Il faut qu'on remette en cause l'ensemble des traités européens pour avoir une vision sociale de l'Europe, une vision qui soit liée à qui soit très respectueuse du changement climatique et donc qui porte des solutions sur le développement durable, mais surtout qui soit un élan, un envol
pour qu'on puisse se dire qu'on peut changer les choses. Ce que je disais, ce tableau noir que je dressais tout à l'heure à la Poutine, Trump, Netanyahou et Europe populiste, il ne faut pas l'accepter. Mais il faut que tout le monde prenne conscience de cet enjeu-là, quoi. Moi, les électeurs du RN, moi je parlais avec eux il n'y a pas longtemps, je disais, mais regardez en Italie, le RN il est au pouvoir. Ça a changé quoi? Le pouvoir d'achat il a augmenté, l'immigration elle a stoppé, mais pas du tout. Au contraire, les conditions elles sont de plus en plus dures pour ceux qui arrivent, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas, Mélanie, rejeter tout le monde dans la mer. Donc c'est des fausses solutions. C'est des fausses questions, ce sont des fausses solutions. Il faut prendre du temps en permanence pour en parler et en reparler. La conclusion de Gérard Fro, le président du groupe communiste au département des Bouches-du-Rhône, adjoint au maire de Martigues également, qui était notre invité ce dimanche dans Rue de la République. Merci Gérard Fro. Merci à vous. Et merci à Léo Purguette de m'avoir accompagné dans cette émission. Excellente journée à tous.